Georges Sagnac, né le 14 octobre 1869, à Périgueux, est mort le 26 février 1928, à Meudon, Bellevue. C'est un physicien français qui a donné son nom à l'effet Sagnac. L'effet Sagnac est un phénomène qui est la base d'interféromètres et de gyrolaser, développé à partir de la fin des années 1970. L'expérience de Sagnac. Une explication en animation. En 1913, Sagnac réalisa une expérience simple, qui consiste à projeter un rayon de lumière sur un diviseur de faisceaux. Le rayon de lumière est divisé en deux faisceaux. Ces derniers vont ensuite prendre des directions opposées, pour ensuite être récoltés et recombinés en un seul rayon, comme au départ. Tout le système est posé sur une table ronde. Sagnac fit plusieurs essais. Les premiers, avec la table fixe. Les deux faisceaux arrivent en même temps, en fin de course. Ensuite il fait tourner la table, à 2 tours, par seconde. Tout en projetant la lumière. Il constate que les deux faisceaux n'arrivent pas en fin de course en même temps. L'un des faisceaux arrive en retard, quand la table est en rotation. Le résultat de cette expérience a de profondes implications pour la science. Voilà comment ça marche. Sur cette représentation, les deux faisceaux sont colorés en rouge et bleu, pour bien les distinguer. Un rayon lumineux est projeté par une source, qui est située dans le coin en bas à gauche. Ce rayon lumineux arrive à un diviseur, qui se trouve au milieu de cette représentation. Le diviseur partage ce rayon de lumière en deux faisceaux, colorés ici, en rouge et bleu. Les deux faisceaux prennent des directions opposées. En fin de course, ils reviennent au diviseur. Ce dernier, qui fait aussi le travail de collecteur, va les cueillir pour les recombiner, en un seul rayon de lumière, comme au départ. À partir de là, les deux faisceaux réunis, vont être dirigés vers une plaque photographique, qui procède à l'enregistrement des franges. Sur ce schéma, encore plus simplifié, les deux faisceaux arrivent en fin de course, toujours en même temps. Maintenant, en faisant tourner la table, voyons ce qui se passe. Mais avant, il faut savoir que deux scientifiques, appelés Michelson et Morley, ont fait une expérience en 1887, dont le but était de détecter le mouvement de rotation de 30 km par seconde de la Terre, en tenant compte de la présence de l'éther. Et comme ils avaient échoué à prouver la rotation de la Terre, et pour résoudre le problème, Albert Einstein avait aboli purement et simplement l'éther dans sa théorie de la relativité. Le résultat fondamental espéré de Sagnac était de prouver l'existence de l'éther. Et avec cette expérience, il arriva à le prouver. Voyons maintenant comment il a procédé. La base essentielle de la relativité prétend que comme il n'y a pas d'éther
la lumière s'éloigne d'une source, à la même vitesse, que cette source, soit en mouvement, ou pas. En clair, que la table tourne, ou pas, les franges d'interférence devraient rester inchangeables. Mais dans le cas où l'éther existe, une fois que la lumière aura quitté la source, sa vitesse sera contrôlée par la présence de l'éther. Indépendamment donc, de la vitesse de la table et des miroirs. Comme on va le voir, sur cette démonstration. Maintenant, faisons tourner la table, et voyons ce qui va se passer. Au niveau du diviseur, la lumière est partagée en deux rayons, qui prennent des directions opposées. Notez, que le miroir de droite, se déplace à l'opposé du rayon bleu. Alors que celui de gauche, s'éloigne du rayon rouge. Cette lumière rouge, doit donc, parcourir une distance plus grande, que celle parcourue, par la lumière bleue. Suivant la relativité, ce décalage, ne doit pas avoir lieu. Puisque les miroirs, et le diviseur, eux aussi, se déplacent en même temps. Et que la distance, entre les miroirs et le diviseur, reste constante. Oui, mais seulement, dans le cas où l'éther n'existe pas. Mais du moment qu'on a un décalage, avec la table en rotation, ça prouve, que la présence de l'éther, est bien la cause de ce décalage. Imaginez que l'éther, soit une substance épaisse, qui limite la vitesse de la lumière, indépendamment, du mouvement de la source lumineuse, du diviseur et des miroirs. Il s'est avéré dans cette expérience, que la lumière rouge, met plus de temps pour atteindre le miroir de gauche. Et que le miroir de droite, lui, se dirige vers la lumière bleue. Résultat, la lumière bleue, arrive à son miroir, avant que la rouge n'atteigne le sien. En poursuivant leur circuit, la bleue, sera la première à atteindre le diviseur, qui va devoir les recombiner. Ensuite, les projeter vers la plaque photo. Les deux rayons, n'ayant pas été recombinés, le motif des franges, sera changé. Sagnac, calcula de combien les franges, devraient changer, en se servant de la rotation de la table. Et détermina, que les franges, changent exactement à ce moment. Soit, en fonction du décalage du temps, entre les deux rayons, à leur arrivée en fin de course. Le résultat crucial, de cette expérience, a prouvé que l'éther, existe bel et bien. Ce qui détruit complètement, la relativité d'Einstein, qui a dit, que l'éther n'existe pas. Et quelle a été l'attitude de l'établissement scientifique, face à ce résultat? La communauté scientifique, a fait de la science, un mélange de charabia, embrouillé. Et d'après le site du mensonge, appelé, Wikipédia, on peut lire ceci. Dans la discussion ci-dessus, la rotation mentionnée, est une rotation par rapport à un cadre de référence inertiel. Puisque cette expérience n'implique pas une vitesse relativiste, la même formulation est valide, à la fois dans le contexte de l'électrodynamique classique, et de la relativité restreinte. Ça, c'est Wikipédia. Bon sang. Par quel miracle, peut-elle être valide dans les deux théories? L'expérience de Sagnac, prouve clairement que l'éther existe, puisque la vitesse de la lumière est contrôlée par ce dernier. Et cela, indépendamment de la table en rotation, des miroirs etc. Cet effet Sagnac, est utilisé par les compagnies aériennes, dans le fonctionnement de leurs boussoles. Au fur et à mesure que l'avion se déplace, la variation des franges se traduit par un changement de direction de l'appareil. Et ce changement se répercute ensuite sur la boussole du cockpit. Deux scientifiques m'ont écrit des commentaires sur mon site, se plaignant sur le pourquoi on ne leur a pas enseigné l'expérience de Sagnac. L'un d'eux a déclaré: je ne suis entré en connaissance de l'expérience de Sagnac que l'année dernière. Et cela, après 35 ans d'expérience professionnelle en physique, avec une thèse en relativité. L'autre correspondant s'est plaint de ses professeurs, de ne pas lui avoir enseigné ces expériences fondamentales. Il écrivit: cher monsieur Bowden, merci pour votre site web. Il est agréable et bien tenu. J'ai apprécié ma visite d'aujourd'hui. Vos commentaires sur le géocentrisme m'ont beaucoup intéressé. Qui, comme indiqué, génère une controverse. Ce qui est étonnant, c'est la chose incroyable qu'aucune de ces expériences n'a jamais été discutée dans mon environnement universitaire. Idem, pour les implications mentionnées. Durant toute ma vie, j'ai toujours entendu comment la théorie de Copernic est venue à dominer. J'aurais aimé que des preuves empiriques majeures, déjà existantes, qui remettent en question cette théorie, soient au moins avoir été citées.
En tant qu'étudiant, je me sens avoir été floué, trompé. Quand je tombe à chaque fois, et 25 ans plus tard, sur toutes ces preuves contradictoires, qui ne sont jamais mentionnées en classe. À moins qu'un étudiant n'ait au préalable connu ces sujets, pour les soulever en classe. Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est le fait évident, qu'on se retrouve face à une censure, des preuves scientifiques, en faveur du créationnisme et du géocentrisme. Il n'y a pas que l'expérience de Sagnac, qui reste cachée aux étudiants, beaucoup d'autres scientifiques, exerçant dans plusieurs domaines, ont été dénigrés. Et le résultat de leurs recherches cachées au public. Tous les résultats scientifiques en faveur du créationnisme, ont été censurés, bannis, formatés de la conscience des générations. On ne veut pas d'un public créationniste. On veut un public ignorant, abruti, pervers, qui se laisse guider par le bout du nez, afin de pouvoir le manipuler facilement. Une humanité sans Dieu, et comme du bétail, dans un enclos. Pour plus d'informations, visitez le site web mbaoden.info. Merci de votre attention. Salam.